Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alors Caroline Goldman, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Où va le monde? Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter aux auditeurs. Bonjour Maximilien Bachelard, merci de votre invitation. Je suis donc psychologue pour enfants et adolescents, je travaille en libéral, j'ai obtenu un doctorat de psychopathologie clinique à Paris 5, aujourd'hui Université de Paris, et je suis tout à fait passionnée par mon travail. Bon, c'est une bonne chose. Et heureusement, je pense que sans ça, ça serait compliqué. Alors aujourd'hui, on va parler un peu éducation, enfance. C'est un sujet qui concerne les parents, mais finalement, c'est un sujet qui est assez large, puisque on en parle même au présidentiel, on en parle dans l'entrée dans les grandes écoles, on parle de différences de génération, on parle de niveau d'éducation qui chuterait en France, on parle de la relève de l'humanité en quelque sorte. Vous êtes l'auteur d'une émission sous forme de podcast qui cartonne, qui plaît énormément. J'ai une première question. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce besoin de repères de la part des professionnels dans un monde où sont présents des millions de conseils et des millions de recettes? Mais je crois que la réponse se trouve dans votre question, c'est que la multiplicité absolument abyssale de messages rend la vérité assez opaque et elle peine à se dévoiler au milieu de tous les messages parasites, qu'on pourrait qualifier de parasites, qui émergent. À propos de la parentalité, il y a aussi cette dimension qui compte, c'est que la parentalité passionne depuis toujours les gens. Et donc, il suffit de faire rêver en érigeant des malhonnêtetés pour que des livres se vendent, des méthodes circulent, et elles ne sont pas toujours véhiculées par des gens consciencieux, qualifiés, etc. Moi, ce qui m'interpelle, par contre, c'est que vous dites ça a toujours passionné l'humanité. Comment ça se fait que ça passionne tant l'humanité, en fait? Vous savez, je suis sans grande illusion sur l'amour que portent les gens à leurs enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour pour eux-mêmes, hein. Les enfants leur succèdent, ils sont leur héritage, ils sont ce qu'ils laissent au monde. Donc à travers l'amour qu'on porte à nos enfants, il y a beaucoup d'amour pour nous-mêmes. Ça change un peu des discours finalement parce que c'est vrai que ça a toujours permis de bien vendre les bouquins, de parler d'éducation, de parler des enfants. Euh, Moi j'ai une question qui me taraude beaucoup. Euh, Ce serait pourquoi comment se fait-il qu'on entendrait tant de professionnels qui ne soient pas si qualifiés que ça pour parler de l'éducation? Est-ce que l'éducation des enfants, ce serait pas un espèce de savoir populaire dont tout le monde pourrait avoir loisir de parler sans être finalement formé comme il faut? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, je crois que vous oubliez un élément central de toute cette affaire, c'est l'argent. C'est-à-dire que les gens, vraiment beaucoup de gens s'enrichissent en créant des illusions pédagogiques, en créant des mouvements idéologiques sur l'éducation. Voilà, moi j'aime beaucoup, je cite souvent Claude Almos qui dit à propos de l'éducation positive que des gourous, enfin ça c'est ma formule, mais des spécialistes autoproclamés sont arrivés sur le marché de l'éducation en surfant sur la culpabilité des parents qui est inhérente à la parentalité. Voilà, en leur disant vous faites mal, votre cœur est froid, et il y a des ruptures d'empathie dans la tendresse que vous devriez adresser constamment à vos enfants. Voilà la solution pour ne plus vous sentir coupable de cela. D'accord. Mais alors, une autre question me vient. Comment ça se fait quand même qu'il y ait autant de place? Parce que on pourrait quand même avoir une échelle de valeur. On entend quand même encore les médecins parler de médecine, et puis finalement, on entendrait des non-psychologues parler de psychologie. C'est quand même assez déroutant. Vous avez une explication à ça? Bah, je pense Est-ce que les que psychologues sont clairs quand ils parlent, par exemple? oui, je pense il y a au moins deux étapes qui devraient censurer effectivement ces discours parasites menés par des gens qui ne sont pas qualifiés. D'abord, il faudrait que la profession des psychologues puisse censurer, enfin, être représentée et censurer ce qui ne provient pas, enfin,
ne constituent pas des messages clairs et validés par la profession. Et puis ensuite, je sais pas, le CSA, par exemple, devrait accueillir un genre d'observatoire des psychologues qui censurerait, par exemple, des psychomotriciennes qui courent sur les plateaux pour expliquer qu'il ne faut surtout jamais punir les enfants, alors qu'une psychomotricienne, a priori, n'est pas habilitée à jauger ce paramètre. Ouais, alors ce qui est drôle, c'est... Alors bon, ici, on va pas parler du détail de vos podcasts. De toute façon, j'invite les gens à les écouter. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est pour ma part en écoutant vos podcasts et en les trouvant très clairs, très sensés, que j'ai commencé à en parler autour de moi. Mais j'aimerais parler plutôt d'un sujet que vous êtes en train d'aborder en filigrane. Là, ça fait 2 fois que vous êtes sur ce point-là. C'est cette histoire d'éducation positive, c'est ça? Oui. C'est quoi une éducation positive? Et puis, qu'est-ce qui se passe en ce moment entre vous et l'éducation positive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi cette histoire-là? Alors, ce qui m'arrive, c'est que je suis une clinicienne au chevet des patients et que depuis environ 8 ans, 75% des consultations qui arrivent, ce sont des problématiques de limites éducatives dans des familles absolument délicieuses, avec des parents très bien accordés, présents, mobilisés face à leurs enfants et qui pourtant se sont sentis menottés dans l'exercice de leur autorité, ce qui a donné lieu à des débordements pulsionnels envahissants, des tyrannies infantiles, etc. J'ai imputé de façon très linéaire, parce que les parents eux-mêmes m'en parlent, cet état de fait qui fait écho avec les observations des autres acteurs de la pédopsychiatrie à cette littérature grand public et plus particulièrement à des gourous autoproclamés spécialistes de ce courant qui n'ont pas de qualification en pédopsychiatrie ou en psychologie et qui donc inventent cette idée que éduquer positivement et avec bienveillance, ce serait ne jamais punir les enfants et ne jamais leur dire non, sous peine de les laisser dans un état de traumatisme, ce qui est évidemment tout à fait faux et extrêmement grossier, et surtout profondément dommageable pour une génération entière d'enfants dont les enseignants disent bien, et tous ceux qui s'occupent d'eux, qu'ils sont très difficiles à gérer parce qu'ils disent tout ce qu'ils pensent et ils font tout ce qu'ils souhaitent, ce qui évidemment rend leur socialisation très difficile. Donc voilà, moi je suis fâchée non pas contre l'éducation positive qui dit beaucoup de choses très justes, c'est-à-dire qu'il faut aimer les enfants, être très tendre avec eux, leur expliquer le monde et ce qui les traverse, mais je suis contre cette façon que ces gourous français ont eue d'interdire par ailleurs. C'est-à-dire que dans l'éducation positive telle qu'elle est véhiculée dans les textes internationaux et anglo-saxons en particulier, elle introduit tout à fait cette idée de punition non violente si c'est nécessaire. En France, les gourous autoproclamés l'ont complètement condamné, cette idée, ce qui donne lieu donc à ces désordres. Mais donc vous êtes en train de dire que c'est aussi un peu une spécificité française d'avoir remixé à la sauce française cette histoire Alors d'éducation je positive. peux pas l'affirmer parce que j'ai pas fait d'enquête internationale. Ouais. En plus c'est de la littérature populaire, donc c'est vraiment très difficile de jauger ça partout. En toute honnêteté, ça m'a pas suffisamment passionnée pour aller chercher ces informations. En tout cas, je suis sûre qu'en France, les tenanciers de ce mouvement n'ont pas de qualification en pédopsychiatrie et en psychologie, et je vois très bien en lisant leurs ouvrages et leurs articles dans quels écueils grossiers ils tombent, hein, dans quels écueils théoriques grossiers ils tombent. Notamment, le fait de dire non aurait pour conséquence toutes les caractéristiques de ce que nous, psy, on appelle le trauma. Ce qui est évidemment complètement faux. Comment ça se fait qu'on verrait du traumatisme partout? Là, ce serait une question de société en ce moment, parce qu'en en sortant même de l'éducation, on pourrait dire qu'à d'autres endroits, on voit du traumatisme à tous les endroits, en fait. Moi, je ne parle que des enfants. Ouais, bah si on s'arrête sur les enfants, alors comment ça se fait qu'on aurait si peur de les traumatiser dans tous les sens? Est-ce que, je vais poser une question un peu bête et méchante, mais est-ce que ce serait pas les parents qui auraient des petits soucis à avoir peur de traumatiser les enfants comme eux auraient été traumatisés? Moi, je crois vraiment que c'est cette littérature qui a eu un succès absolument monumental dans les médias depuis 10 ans, là, qui a gangréné les cerveaux, qui a vraiment donné
au lecteur cette impression, mais c'est totalement faux. Pour qu'un trauma ait lieu, il faut beaucoup d'étapes extrêmement violentes. Il faut que l'enfant vive une violence terrible, et il faut en plus que l'environnement ne lui explique pas et ne l'étaye pas par la suite. Mais pour en arriver à une telle situation, il faut vraiment un environnement très tordu et... Oui, j'ai l'impression que c'est une question de définition et je me suis demandé si c'était pas finalement une façon de comment dire, de, de protéger l'enfant face à une société qui pourrait paraître violente et donc peut-être on viendrait compenser en étant surinvesti dans l'enfant d'une manière positive, en étant très gentil, en se disant que ça va permettre de mettre du coton pour que l'enfant soit au mieux. Enfin, tout ça me paraît un peu particulier. Je sais pas ce que vous en pensez parce que finalement, pour aussi se dire qu'on prépare pas l'enfant à la réalité de Oui, la et vie et puis de la vous société. dites que la société est violente. Moi, je trouve pas du tout que la société soit violente. Elle est de plus en plus douce, la société. Quand Ouais, mes sur quel parents... point alors? Ouais. les violences éducatives ordinaires ont quand même été beaucoup endiguées. Quand la génération de nos parents Mhm. raconte les scènes d'école, la violence était banalisée, était terrible. Alors ça, je l'entends, mais je me dis qu'en même temps, on était moins en prise avec toute la violence du monde. On n'était pas au courant en direct de toutes les morts, et avec toutes les images et tournant en boucle à la télévision de tout ce qui se passe sur Terre. Moi, ça m'évoque aussi des vagues d'enfants, vous avez dû avoir ça certainement en consultation, qui ont une peur bleue, qu'il y ait un attentat, qu'une bombe explose, dès qu'il y a un événement en fait dans l'actualité, qui pendant plusieurs mois se sentent finalement un peu effractés dans leur enfance avec des angoisses de parents, d'adultes en fait, et qui déjà à 8 ans regardent s'il n'y a pas un terroriste dans le couloir, est persuadé qu'il va mourir du Covid probablement, ne peut plus embrasser sa grand-mère, n'endort plus, en fait des cauchemars. Je me dis que les choses sont parfois un peu décuplées sur le plan émotionnel en fait. Moi, j'ai pas beaucoup d'enfants qui sont Ouais. dans de telles anxiétés, et puis c'est vraiment toujours l'anxiété des parents qui déteint sur les enfants quand elle émerge. Donc moi, je soigne directement les parents, et tout s'apaise en général assez vite. D'accord, donc vous pouvez aussi travailler avec les parents pour pouvoir apaiser quelque chose chez l'enfant. Je ne fais que ça, je n'ai jamais soigné aucun enfant en direct. Je ne fais que soigner la relation parent-enfant induite par les parents. D'accord. À votre avis, pourquoi on confond le besoin d'amour et le besoin de limite? C'est... Parce que les tenanciers d'éducation positive en France ont fait cette confusion. D'accord. Voilà, elles disent que dans les temps de quête de limites, l'appel de l'enfant reste un appel à l'amour. Alors que ça n'est vrai que chez des enfants extrêmement carencés sur le plan affectif, dont les troubles du comportement sont sous-tendus des manques Mhm. affectifs. Mais c'est absolument faux pour 90% des enfants vivant dans leur foyer, avec des parents aimants, attentifs et... Mhm. Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus dur d'avoir une autorité, de frustrer, de restreindre du côté des parents? Ou finalement, vous allez me dire que ça a toujours été comme ça et que c'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'avant? Je pense que c'est encore une fois cette littérature qui a donné lieu à cet interdit d'interdire, à cette culpabilisation des parents de mettre des limites à leurs enfants. À notre époque, à l'époque de nos parents, la question ne se posait pas. C'est-à-dire qu'il y avait le règne des parents, des adultes, le règne des enfants qui étaient sous la table, qui jouaient entre les pieds des adultes. Il y avait un temps pour les parents, un temps pour les enfants se couchaient et les parents après veillaient, bon, tout était beaucoup mieux organisé. Bon alors, après pour pousser un peu dans la caricature, mais c'était extrêmement répandu, les adultes avaient le droit de parler à table et pas les enfants, c'est pas ce que je souhaite, mais tout était... Enfin, ce sont vraiment des scènes qu'on ne trouve quasiment plus aujourd'hui, alors que c'était extrêmement répandu. Bon, moi je suis pas du tout pour revenir à l'époque des violences éducatives ordinaires, de la banalisation, des humiliations et du froid opératoire entre adultes et enfants. Mais bon, il faudrait quand même trouver un juste milieu. Et on va évidemment y venir. D'accord, parce qu'on parlait à une époque d'enfant roi, c'est un terme enfin, j'ai l'impression qu'on entend moins. Pourtant, il y en a de plus en plus. Ouais, ouais, Ouais. c'est votre sentiment? Oui, en fait, c'est un sentiment, évidemment, je ne fais pas que écouter mes propres perspectives, parce qu'elles sont filtrées par la façon dont je rencontre les familles. Mais j'ai par ailleurs 4 enfants, donc avec leur vie sociale, leurs amis, leurs après-midi au parc,
voilà, leur lieu de vie. Et je vois bien aussi en écoutant les enseignants que tout s'en sauvage énormément. C'est-à-dire que je vais juste vous donner un tout petit exemple, les jours de rentrée, puisque là c'est tout à fait d'actualité. Bah oui. À mon époque, et même quand j'ai eu mon premier enfant il y a 16 ans, les parents n'étaient pas en larmes à la sortie des classes. Ouais. Enfin, ça n'existait pas, c'était hors sujet. Ouais. Aujourd'hui, les parents pleurent en très grande quantité. Ouais. Ils pleurent parce que Barnabé n'est pas dans la classe de Sophie. Et ouais. Et oui, et ça c'est quand même une drôle d'affaire. Hein. Et Voilà, donc après, on en cette appelle la rentrée, psy, alors. On appelle la psy en prévision que Oui, Barnabé qui sait- soit mal, alors que Ouais. Barnabé va peut-être assez bien, ou alors il est un peu chamboulé, Non, inquiet mais- pour maman. Non, mais il est inquiet pour maman, c'est exactement ça. Moi, c'était là, à la rentrée, une de mes filles est rentrée en 6e. Elle a été sans ses copines, qui venaient de la même école qu'elle, etc. Vous êtes allé consulter très rapidement pour elle, alors. Évidemment. Et donc, j'ai eu en rafale des messages de tous les parents de ces enfants, donc qui n'étaient pas concernés par la déconvenue, qui était censée être celle de mon enfant, hein, Ouais. pour me dire c'est dramatique, ça n'aurait pas pu être pire. J'ai lu cette phrase. Et moi, je ne comprenais même pas de quoi on parlait. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, voilà, ma fille va accueillir le réel avec Ouais. sa part de frustration et elle s'en sortira très bien parce que c'est pas là que sa vie se joue, quoi. Ce que je trouve joli dans ce que vous dites, c'est qu'on pourrait presque avoir la sensation que le traumatisme, il est plus facilement digérable presque par l'enfant et que ce seraient les parents qui seraient finalement assez Mais traumatisables. c'est une évidence parce que cette atmosphère de drame a évidemment contaminé ma fille. Nous, ses parents, on lui a dit, bah non, ce sera comme ça et tu verras, ce sera très bien, tu vas te faire d'autres copines, enfin bon, c'est absolument pas la fin du monde, et puis ton prof principal a l'air hyper sympa, et puis bon, voilà, t'as fait ta rentrée, t'as aimé ta classe, etc. Et puis en une seconde, c'était plié, mais parce que, toujours l'object presenting, hein, la fameuse présentation de l'objet. Si les parents sont tranquilles avec un fait, les enfants se laissent contaminer émotionnellement par Ouais, j'entends. leur lecture. Je vais vous poser une dernière question. Oui ? À votre avis, finalement, au regard de tout ce qu'on est en train de se dire, où va le monde, selon vous? Moi, je suis extrêmement optimiste en ce qui concerne l'éducation des enfants. Les enfants sont de plus en plus protégés. Grâce à la psychanalyse et en particulier à Françoise Dolto, ils sont considérés comme des personnes. On a parfaitement élaboré leurs besoins psychiques, leurs besoins de tendresse, d'enveloppement, d'explication pédagogique et de visibilité sur leur filiation. Enfin voilà, tous ces besoins psychiques fondamentaux ont été exhumés, ont été admis. Il y a des politiques de santé publique qui sont très actives, très passionnées autour de ce projet de protéger les enfants. Bon, là, on est clairement en train de tomber dans une espèce d'excès de protection qui, évidemment, génère des écueils inverses, c'est-à-dire des tyrannies infantiles, voilà. Puis s'il y a protection, c'est qu'il y a danger en même temps, donc ça peut créer de l'inquiétude de protéger, Tout j'imagine. à fait, oui. Mais ça n'est qu'un moment, et je suis absolument certaine que l'histoire accueille des mouvements un peu d'excès, comme ça, dans un sens et dans l'autre, et que demain, tout ira bien, et on aura retrouvé le bon sens véhiculé par le Conseil de l'Europe à propos de la définition d'éducation positive et bienveillante, c'est-à-dire être aimant, encourager, expliquer, soutenir, être présent, être tendre, être pédagogique, mais également dire non de façon ferme et punir de façon non violente lorsque c'est nécessaire. Bon, comme j'imagine que c'est surtout les parents qui écouteront ce podcast, j'espère que ça permettra de les rassurer un minimum pour pouvoir donner un peu plus de sécurité à leurs enfants. Je veux qu'ils s'autorisent à punir, parce que c'est aussi là que leurs enfants les attendent, à partir du moment évidemment où la punition n'est pas violente. Bon, en tout cas, je vous remercie Caroline Goldman. Je vous en prie, merci de votre intérêt.